Je check que c'est bon. Je voudrais aborder des thèmes clés. Yes, c'est bon. Donc, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Ramaholimihazo. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est vrai, c'est ça. Mais tu t'en sors mieux que la plupart. La plupart des gens, ouais. Yes. Donc, Raphaël, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu es podcasteur toi-même. Tu as, un canal podcast qui s'appelle Ambition Podcast, qui met en avant les réussites afro-européennes. Donc, on va parler aujourd'hui de podcast et plus que de podcast, on va aussi parler de toi, de ton activité perso. Mais avant, je propose peut-être que toi, que tu te présentes, Raphaël. Donc, Raphaël Ramolmias, j'ai 25 ans. J'ai un parcours essentiellement en finance, en banque. Je suis très investi dans la diaspora malgache, essayer de faire bouger cette communauté-là. Mhm. Je suis papa aussi, papa et mari, bientôt de 2 enfants. J'ai une petite fille actuellement de 15 mois. Ah, Euh, donc voilà. yes. Toujours mais voilà. C'est toujours un exercice compliqué et c'est intéressant de voir à chaque fois comment est-ce que chacun il se présente, si c'est par rapport à sa situation sociale ou par rapport à sa situation professionnelle. C'est un exercice que j'aime bien observer chez les autres. Donc, Raphaël, tu vas nous parler un petit peu de ton podcast. C'est quoi c'est quoi exactement la cible? Qu'est-ce que tu vises avec ce podcast? Déjà, pour revenir un peu sur la thèse qu'on porte avec ma femme sur ce podcast Ambition, c'est que d'abord l'ambition s'apprend et que l'ambition c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui te tombe sur la tête, c'est quelque chose que tu nourris, que tu apprends. Et tu vois, pour l'avoir vécu à titre personnel, euh, tu n'oses pas te fixer de grands objectifs parce que parfois dans ton environnement tu l'as jamais vu. Et Mhm. donc, l'idée de ce podcast, c'est de montrer que des personnes l'ont fait. Par exemple, monter une entreprise, réussir à la revendre, être artiste et être un brillant artiste, je sais pas, être un super cuisinier. Et donc, montrer à des gens que c'est possible. Et plus particulièrement à la diaspora africaine. Et comme je t'ai dit, je suis très investi dans la diaspora malgache. Et je l'ai constaté depuis 3-4 ans déjà, c'est que on a du mal à se projeter dans le succès. Et, et c'est valable pour la diaspora malgache, c'est valable aussi, malheureusement, dans l'ensemble de la diaspora africaine. Et donc, l'idée, c'est de se dire, le succès, c'est pas quelque chose le succès au sein de notre communauté, c'est pas quelque chose de particulier ni de rare, mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup. Il faut juste savoir le mettre en avant. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Yes. Donc, toi, tu vis en France ou à Madagascar? Moi, je suis en France. Yes. Et tu peux un petit peu nous parler des circonstances, peut-être de jour 1 de ce podcast? Le jour 1, quand ça s'est passé, en fait, comme je t'ai dit, je suis très investi dans la diaspora malgache, notamment dans une association qui s'appelle Zama, qui demande de faire montrer les succès de la diaspora malgache. Notamment, Mhm. on avait organisé un Zama Awards, les awards de la diaspora malgache, où on essaie de montrer les succès des grands dirigeants, les succès des entrepreneuriaux artistiques. Et c'est génial, et je pense que ça inspire énormément de gens. Mais il y a un truc qui me manque à ce genre de mise en avant, c'est que tu regardes le succès à la ligne d'arrivée. Tu vois pas Mhm. tout ce qui s'est passé avant, les galères, les doutes. Et, et en fait, donc j'avais déjà ça en tête, mais on n'avait jamais vraiment exécuté l'idée. Donc c'est à partir de cette soirée-là où j'ai échangé avec un invité qui s'appelle Fidrama Monsou, qui est mon premier invité,
Il est associé dans un gestionnaire, une société de gestion de fonds. Ça doit C'est être passé comment? sûrement Sycomore, c'est ça? Sycomore AM? Ouais, Mm. Sycomore Asset Management. Et donc, on a discuté là. Et donc, il a dit, OK, je veux bien t'en inviter. Et en fait, à partir de ce moment-là, ben, du coup, de cette soirée d'octobre-là, on s'est dit, OK, il faut lancer, on achète le matos, on va se lancer, quoi. Donc, un mois après, on a fait le premier interview. Et est-ce que avant ça, c'est un format que tu écoutes, que tu écoutais, ou que tu continues d'écouter, ou c'était au pif comme ça, il y avait YouTube, il y avait le podcast, vous avez dit, bah, on va le faire sur format podcast. Très bonne question. Écoute, j'ai découvert le podcast il y a 1 an et demi. J'ai adoré le format parce que tu peux faire du format très long. Toi-même, Mhm. tu fais des formats de 2 heures. Et tu vois, c'est assez rare de pouvoir le faire. Tu peux pas le faire sur de la vidéo classique parce que les gens décrochent, mais sur le podcast, tu peux le faire. Et donc, moi, ça m'intéressait parce que moi, je voulais vraiment rentrer dans le détail, dans le parcours des gens, c'est-à-dire d'où ils venaient, c'était quoi leur galère, qu'ils m'expliquent aussi en détail c'est quoi leur manière de travailler, comment ils s'organisent. Et donc, ouais, j'écoutais beaucoup de podcasts, et notamment le premier podcast que j'ai écouté, c'est Le Gratin de Pauline Léniaud. Et, Ah, ouais. Super et du coup, podcast, de très très beaux profils sur le podcast et aussi il y a plein d'éléments intéressants autour, comme son book club aussi. J'en fais partie, c'est super intéressant. Et du coup, toi, perso, tu as un petit peu teasé le fait que tu as bossé dans la banque sur tout ce qui est analyse de données. Clairement, est-ce que tu es né en France ou tes études, tu les as fait là-bas ou tu es juste allé dans le cadre de tes études ou tu es né en France? alors non, moi, je suis né à Madagascar. Mhm. J'ai passé toute ma scolarité jusqu'à mes 17 ans à Madagascar. Ensuite, je suis venu pour les études supérieures. Donc après, j'ai fait une classe prépa et ensuite j'ai intégré une école de commerce. Et après, enfin, j'ai choisi la finance à l'époque parce que j'aimais bien les chiffres. Et aussi, Intéressant comme raison, juste que tu aimais bien les chiffres. ouais, et le métier à l'époque me paraissait intéressant. L'aspect technique me paraissait intéressant, la finance me paraissait intéressant. Et il y avait un autre point, c'est à l'époque je voulais gagner de l'argent. Euh, J'étais très tourné argent avant. Après, maintenant, l'objectif a complètement changé, mais à l'époque, c'était ça. Ouais. Mhm. Et c'était quoi les influences? Est-ce que au moment où tu as fait des recherches sur comment gagner de l'argent et on t'a dit la meilleure orientation scolaire, c'était d'aller dans la finance, la banque, d'aller au cœur du réacteur, quoi, où l'argent justement Ouais. se trouve, quoi. Bah écoute, c'était en 2015. Il y avait une société qui s'appelle Alumni. En fait, ils conseillent les étudiants dans leur processus de recrutement pour entrer en banque d'affaires, sur les métiers de fusion-acquisition et tout ça. Bon, Mhm. j'avais assisté à cette conférence-là et à un moment, tu vois, on parle de salaire, ne serait-ce que pour les salaires des stagiaires. Et moi, je me suis dit, mais c'est dingue. Et donc, tu vois, par facilité, donc je me suis dit, bon, bah, le market, ça va pas, ça, à l'époque, ça m'intéressait pas plus que ça, la com non plus. Donc, je me suis dit, ah ouais, donc je vais plutôt m'orienter vers la banque. Mais la banque classique, traditionnelle, comme on la connaît, ou parce que là, tu as parlé de fusion-acquisition, c'est Ouais. plus des banques d'affaires, genre la JP Morgan ou c'est plus, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement, ouais, totalement. Il y a différentes banques. Il y a ce qu'on appelle la banque des dépôts, il y a la banque d'investissement. Et il y a aussi ce qu'on appelle la banque d'affaires. La banque d'affaires, c'est ce qu'on appelle du conseil financier. Tu accompagnes les entreprises dans leurs transactions, dans ce qu'on appelle, soit ça peut aller dans l'acquisition d'entreprises, c'est-à-dire les fusions-acquisitions, ça peut aussi rentrer en bourse, ça s'appelle les métiers de CM, ou aussi l'émission de dette, ce sont les métiers de DCM. Mhm. Et à l'époque, tu vois, c'est ce que je voulais m'orienter. La banque de dépôt,
ça ne m'attirait pas. Mais j'étais très intéressé par la banque d'affaires à l'époque. Donc, c'est ultra sélectif. Pour te donner un ordre d'idée, pour entrer chez Goldman Sachs, ils prennent que le top 1% des candidatures chaque année. Donc, c'est J'imagine qu'en compliqué. Afrique, c'est pas forcément le tri, c'est vite fait, quoi. Le tri se fait d'abord sur l'école. Donc, si tu fais pas, en tout cas, si tu veux candidater au bureau européen, Londres et Paris, si tu n'as pas fait ce qu'on appelle les parisiennes, le top 3 des écoles de Ouais. commerce, c'est compliqué. Donc, moi, HEC, le SEC. et le SCP, ouais. Et donc, c'est plus compliqué, c'est plus ardu, mais en dessous, il y a mais là, ça arrive de plus en plus maintenant, qu'il y ait des étudiants de ce qu'on appelle les écoles non cibles, hein, qui rentrent dans ces grandes banques-là. Moi, j'ai pas fait la banque d'affaires sur ces métiers-là. J'ai intégré ce qu'on appelle une banque publique de développement. Donc, c'est comme une banque d'investissement, mais dont la finalité, c'est faire de la rentabilité modérée. La C'est-à-dire que rentabilité modérée. ouais, Cool. Et je tu es te passé parle justement par ces classiques-là, ces écoles-là. C'est quelle école que toi tu as rejoint en France? J'imagine que c'est moi, une prépa classique et tout. ouais, j'ai fait une prépa école de commerce. Ensuite, j'ai intégré Neoma, l'école de commerce de Reims. Mhm. Ça faisait pas partie des écoles target des banques d'affaires, donc il faut ça nécessitait de faire un travail encore plus dur Mhm. pour intégrer ces banques-là. Donc moi, j'ai pas intégré les banques d'affaires. Moi, j'ai plutôt fait comme je t'ai dit, j'ai fait une banque publique de développement qui s'appelle Mhm. la SFIL, la SFIL, qui est spécialisée sur le financement du secteur public local et des grands contrats export de la France. Mhm. Donc, c'est une banque qui appartient, pour le dire vite fait, à l'État et à la Caisse des dépôts. Yes. Donc, j'ai fait 2 ans au sein du cabinet du directeur général, expérience mais formidable. Le directeur général, c'était Philippe Mills, l'ancien patron de la dette française. Donc, notamment, c'était lui qui avait dû gérer la crise en 2008. 2008 au niveau de la dette française, quand la dette française était notée de triple A, de passer de triple A à double A. Donc, c'est Tu le peux me mec. expliquer pour les gens qui ne sont pas forcément dans l'écosystème, qu'est-ce que tu entends par Ouais, triple? ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. En fait, quand une contrepartie, ou ça peut être un pays, par exemple, émet de la dette, Mhm. euh, tu notes en fait la solvabilité de ce pays-là. Et tu as Mhm. différents ratings. Ça va de triple A jusqu'à D ou non solvable. Et en fait, triple A, c'est la meilleure note que tu puisses avoir. C'est-à-dire que c'est super sécure, c'est super sûr que tu as t'as une très bonne solvabilité. Et donc, c'est important ce rating-là parce que ça conditionne ton taux d'intérêt auquel tu empruntes. Et Mhm. donc, comme la France est notée triple A, donc elle a la meilleure note, donc elle peut emprunter auprès des marchés financiers à un taux très faible. Et en fait, si tu passes de triple A à double A, donc la note diminue, donc Mhm. forcément ton taux d'intérêt aussi va augmenter. Parce que les investisseurs vont considérer que tu es un peu plus risqué. Et donc, Ouais. en finance, plus tu es risqué, plus on attend une rémunération élevée. Yes. Et pour aller dans les extrêmes, en fait, c'est quoi la conséquence pour ceux qui sont au bas de l'échelle? Là, on va parler plus des pays africains ou de l'Amérique du Sud. Quand tu es vraiment Mhm. au bas de l'échelle, c'est quoi? C'est insolvable? C'est comme ça que c'est quoi la terminologie pour Euh, on appelle ça, en fait, tu classes les contreparties enfin, de grandes notes, comme investment grade et non-investment grade. Et Mhm. non-investment grade, c'est que tu es un peu plus risqué. Tu es plus risqué que la moyenne. Bah, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que tu empruntes à des taux beaucoup plus élevés. Est-ce qu'il n'y a pas un Notamment, seuil où tu n'es même pas solvable, genre tu es blacklisté, on ne peut pas t'emprunter de l'argent parce que c'est clair qu'en misant sur ton ouais, perso. ça arrive. Ouais, ouais, ça arrive. Ça arrive. Bah, il y a 2 cas. Soit tu as une situation financière mais vraiment dégueulasse, soit ce qu'on appelle tu es en défaut.
et ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu n'as pas remboursé ta dette. Et donc, on va te mettre, ça veut dire non solvable, en défaut, en watchlist. Watchlist, c'est la liste les banques, on appelle ce qu'on appelle une watchlist. C'est une liste de contreparties qu'on considère comme potentiellement non solvables et qui n'ont pas payé qui ne sont pas aussi solvables et qui n'ont pas, par exemple, remboursé leur dette à l'échéance convenue. Et donc, Yes. typiquement, tu vois, à l'échelle africaine, les notes sont pas géniales. Mais aujourd'hui, tu vois, on peut emprunter de manière auprès des institutions comme la Banque mondiale ou de la BAD, Mhm. de manière régulière, tu vois. Yes. Et, et j'ai même lu quelque part, tu vois, un rapport où la Banque mondiale et le FMI obligent généralement les États à rationaliser leurs dépenses pour qu'ils puissent servir la dette. C'est-à-dire qu'ils puissent rembourser leur dette. Mhm. Et clairement, lorsque tu dis qu'il a fait passer la France à un level de triple A, concrètement, qu'est-ce que ça implique? Puisque là, on parle d'un pays, on parle pas juste d'une institution qui, à son niveau, a fait des choses, qu'on parle d'une situation plus globale qui impacte tout le monde. Et qu'est-ce que lui, il a fait ou qui pourrait être potentiellement fait par nos pays, les pays africains, pour atteindre ces levels-là et potentiellement aller chercher d'autres capitaux pour développer peut-être des projets sur place? Alors, je pourrais pas te dire exactement comment il a fait, mais ce qui est sûr, tu vois, c'est que tu fais un gros travail de pédagogie et d'explication auprès des marchés financiers de pourquoi ce qu'on appelle le downgrade est absurde. Et T'adresses à qui en fait? C'est qui ton interlocuteur? Ceux qui ont le pouvoir de décision d'appliquer les conseils que tu vas prodiguer. alors, ce sont les investisseurs classiques. Ça peut aller, par exemple, à des grandes banques de la place, à des dirigeants des grandes banques de la place. Ça peut être à des gros fonds d'investissement, par exemple, à des fonds de pension aussi, à des dirigeants de fonds de pension qui achètent de la dette française Mhm. pour faire pour gérer les fonds des retraites, par exemple. Celle-là. Et donc, en fait, ce sont ces dirigeants-là, en fait. Quand tu dis marché financier, en fait, ce sont les dirigeants de ces grandes institutions financières-là auxquelles tu parles. Que tu essaies de convaincre que la France, en fait, à l'époque, en 2008, que la France, en fait, est en bonne santé et que un downgrade de la note est totalement absurde. Yes. C'est assez intéressant, c'est une petite digression, mais bon, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, surtout en cette période un petit peu délicate. Donc, il y a plein d'éléments là qui sont entre guillemets ou avec plein de points d'interrogation, comme notamment le fait que cette dette, est-ce que c'est une vraie dette? Est-ce que l'argent qui est imprimé, est-ce que c'est du vrai argent ou c'est juste des chiffres qu'on rajoute comme ça sur. Donc, c'est un gros sujet. On va pas le traiter aujourd'hui, mais je trouve ça assez intéressant et euh, ça pourrait permettre, ça pourrait permettre potentiellement de se positionner face à ça lorsque tu sais en fait les dessous, ce qui se passe vraiment en off. Il y a très peu de personnes dans la population, même dans la population des pays de l'Occident. Ils comprennent pas forcément, ça a l'air compliqué, c'est pas forcément évident à comprendre, mais lorsqu'on s'intéresse à ça, on peut essayer de voir plus globalement les enjeux du monde et même les, euh, les actions que pour nous, les personnes qui sont en bas, on a l'impression que mais c'est absurde. Peut-être des gens qui se discutent des masques ou bien des gros débats sur des vaccins. Et derrière, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et que peut-être en s'intéressant plus à la finance, on peut voir en fait que les enjeux sont beaucoup plus grands que ce qu'on imagine dans notre petit quotidien tous les jours. Ouais, mais c'est super important ce que tu dis, c'est que on a complexifié la finance à un point où moi je trouve, tu vois, personnellement, à titre personnel, c'est pas normal qu'on puisse pas comprendre exactement ce qui se passe. Parce que
quand tu, par exemple, un trader achète une matière première puis revend à tel truc, à tel prix, ça devient mais totalement absurde où tu finis par la fin à ne pas financer du coup l'économie réelle. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, tu vois, moi, j'ai fait la finance, mais tu vois, je suis totalement partisan à ce que on simplifie, mais totalement, tu vois, l'écosystème, les transactions financières, qu'elles soient le plus simples et le plus transparentes pour tout le monde. Euh, Parce que tu vois, la finance, tu vois, c'est pas la finalité. La finance, c'est juste un moyen. Outil, ouais. La finance est là pour. La finance est un outil. Ceux qui font vraiment, tu vois, ce sont les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les salariés, les fonctionnaires. Eux, ils font. Le financier, il est là pour aider à ce que les choses se concrétisent par le maniement des instruments financiers. Et plus un instrument financier est opaque, plus généralement, on dévie de l'objectif initial. C'est un sujet très intéressant. Ça pourrait être même un élément d'un épisode spécial sur l'autre podcast. On a un podcast qu'on lance en fait avec des associés à moi sur les finances personnelles. Ça s'appelle Mon patrimoine. Ce serait Ouais. intéressant. Peut-être on pourra se caler un créneau pour développer plus sur ce sujet financier-là. Je te propose que l'on passe directement sur ton podcast Ambition Podcast. Comment tu l'appelles? Tu l'appelles juste Ambition Podcast ou tu l'appelles comme c'est écrit sur LinkedIn, Ambition Podcast? Moi, je l'appelle ambition, Ah, simplement. bon, Ambition, ok. Donc, c'est combien d'épisodes aujourd'hui? Là, j'en ai publié, si je dis pas de bêtises, 6. Et l'idée, c'est de publier comment bimensuel par. Alors, l'idée de base, avant la crise du Covid, c'était de faire, c'était de publier toutes les semaines, de manière hebdomadaire. On Hebdomadaire, ouais. s'est organisé, on a fait un petit stock d'interviews avant le Covid. On les a pas publiés parce que déjà, nous, on n'avait pas la tête à le faire parce que ma femme avait des urgences au bureau à gérer. Ouais, Et, en plus, tu as parlé de tes enfants, c'est pas évident. Et j'ai ouais, plein de copains entrepreneurs qui ont des enfants aussi qui me disent que, que les enfants, ça, ils ont besoin d'espace. C'est compliqué de garder des enfants longtemps comme ça dans même si c'est du 100 mètres carrés, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de, et c'est assez, cette crise permet de voir des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer en vivant de façon classique comme d'habitude, quoi. ouais, totalement. Et c'est compliqué. Au début, c'était très compliqué. Mais après, tu vois, tu relativises parce que tu te dis à un moment, il y a quelqu'un qui l'a dit, j'ai entendu sur un podcast. C'est peut-être un des derniers moments où toute la famille est sous la maison tout le temps. Parce que entre. Ah, je crois que je pense que j'ai écouté aussi un podcast. Peut-être on écoutait le même. Ouais, Euh, c'est une sur entreprise Génération de It dans Yourself. le verre. Ouais. Ouais, sur Génération de It Yourself. Ouais, j'ai Ouais, écouté c'est le qui avait même fait de Vialet, ouais. de Vialet, effectivement, Ouais. qui dit que ça sera peut-être l'unique et la dernière fois qu'il va de se réunir comme ça avec toute la famille, ses enfants, tout le monde ensemble. Ouais, c'est vrai, en regardant le côté positif, il y a forcément du positif. Il y a très, très, très peu d'événements qui permettent de réunir tout le monde à la maison. C'est toujours chacun à son rythme parce que chacun a sa propre activité. Ouais, c'était plutôt pertinent. Ouais, donc c'est plutôt un moment où tu essaies de. Enfin, moi, je suis beaucoup partisan de l'adaptabilité, et donc tu t'adaptes. Tu réaménages un peu ton agenda, tu réaménages un peu ta façon de travailler et tu fais en sorte que ça marche, quoi. Yes. Et du coup, est-ce que tu bosses toujours pour la SFIL? Alors non, moi j'ai pris un temps pour m'occuper de ma fille. Tu vois. Non, en Moi, j'ai congé, comment ça s'appelle? congé parental. T'as pas démissionné, tu as juste pris un congé parental, c'est Non, non, ça? je suis parti de la boîte Tu as pu et négocier donc un truc ou si tu dois te démerder par toi-même? ouais, ça s'est plutôt fait bien. Donc du coup,
Du coup, la transition s'est plutôt fait bien. Donc là, tu vois, ça fait 8 mois que je m'occupe de ma fille à temps plein et c'est plutôt très agréable, tu vois. Mm. Et je regrette pas parce que c'est comme, encore une fois, tu vois, chaque moment de la vie de ton enfant est vraiment particulier et pouvoir en profiter, c'est génial. Ouais, excellent. Et du coup, donc, il y a ce podcast-là et qu'est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en parallèle peut-être? Je sais que tu as rejoint aussi un board junior pour Madagascar. Je sais pas si tu peux nous en parler, si c'est quelque chose Ouais, bien sûr. euh, ben, l'idée, c'est que tu nous parles, en fait, avant qu'on creuse sur le podcast de peut-être des moyens que tu as trouvé en parallèle pour pouvoir financer ta vie de tous les jours, ou du moins la petite vie familiale, peut-être. Ouais, clairement. Donc, pour parler de Junior pour Madagascar, c'est une association pour laquelle j'ai été très investi pendant 3 ans, bénévolement. Mhm. Euh, euh, donc, Junior pour Madagascar, c'est quoi? C'est une association qui essaie de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en direction de Madagascar. Et Mhm. ça se fait, disons, par 3 axes. Ça se passe par l'inspiration, l'accompagnement et la connexion. L'inspirer, et ça je le redirai toujours, c'est que la première barrière au succès, c'est dans la tête. Et donc l'idée, c'est de... Déjà, tu vois, j'organisais déjà des conférences, faire intervenir des entrepreneurs, des économistes pour parler de Madagascar, des perspectives, aussi des opportunités, et pour montrer que des succès réels existent. Donc, via les conférences, par l'accompagnement, on organise chaque année le Startup Weekend, c'est 54 heures où tu bosses sur un projet en direction de Madagascar, où tu te fais accompagner par des mentors. Et connecter, c'est en fait créer tout un écosystème, que ce soit d'investisseurs, de business angels, d'entrepreneurs, aussi d'institutionnels qui sont prêts en fait à faire en sorte que qu'on puisse propulser les entrepreneurs de France vers Madagascar plus facilement. Yes. Et alors, tu parles de mes revenus, donc aujourd'hui c'est essentiellement ma femme en fait qui nous nourrit. On a cette chance-là. Mhm. De ne pas manquer de rien. Donc c'est plutôt sympa. Yes. Et c'est, est-ce que il y a une stratégie peut-être derrière, est-ce qu'il y a au-delà de la partie euh, de la valeur que tu apportes avec ce podcast, de l'inspiration, des piliers sur lesquels des personnes, des jeunes peuvent s'inspirer au Madagascar et pas que, en Afrique plus Ouais. globalement. Euh, Est-ce qu'il y a une idée quand même de transformer ça en potentiel business comme ça se fait, puisque clairement, c'est un segment qui est de plus en plus intéressant en Afrique, aux États-Unis, c'est là-bas, ça se chiffre à des milliards. En France et plus globalement en Europe, ça prend vraiment de plus en plus. Et en Afrique, il y a quelques personnes comme ça qui se démarquent, comme toi. Et pour toi, est-ce qu'il y a une stratégie comme ça derrière, peut-être de monétiser cela de façon cohérente, bien sûr, avec ce que tu aimerais transmettre comme philosophie, comme message? Oui, alors c'est l'idée en fait, c'est aussi de faire en sorte que le podcast puisse créer de la valeur économique. Ça passe par, il y a deux choses en fait. Créer du revenu par le podcast en lui-même, mais aussi par la côté. Le podcast en lui-même, ça passe par les annonceurs. Là, le gros travail qu'on a à faire pendant ces prochaines années, une fois ce sera relancé après le Covid, c'est de construire une audience cohérente et aussi qui soit pérenne. Pour qu'on puisse Mhm. justement monétiser ça auprès des annonceurs, qui, comme tu dis, est très important. C'est auprès des annonceurs qui sont totalement alignés avec nos valeurs et pour lesquels on n'aura pas de scrupules ni de honte à, à mettre en valeur les produits. Et ça, ce sera un vrai travail qu'on compte faire, c'est bien choisir les annonceurs, bien choisir les produits que nous-mêmes on pourrait utiliser et qu'on n'aurait pas de mal à recommander. Et effectivement, un deuxième aspect, c'est plus indirect, c'est aussi c'est aussi ta carte de visite aussi quelque part le podcast. C'est que
quelque part, tu montres aussi que tu as une certaine expertise dans un certain sujet. Notamment, moi, j'ai envie de montrer que j'ai une expertise au sein de cette diaspora africaine en Europe et francophone. Dire Mhm. que effectivement, je connais leurs enjeux, je connais l'expertise. Ok, j'apprends aussi de leurs expertises. Donc, tu peux aussi, c'est aussi une stratégie de se dire, on va créer, on est là pour aussi se créer une carte de visite. Plutôt que de laisser la petite carte de visite avec ton nom, ton mail et ton numéro, tu dis, va voir mon podcast, c'est beaucoup plus pertinent. Mhm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je partage totalement. C'est un levier que moi j'utilise complètement. J'ai la chance d'animer ce podcast-ci, un autre 10 000 codeurs et bientôt un troisième. Et c'est clairement un super levier. Ça, c'est un vrai trait d'union entre ta page, ton profil LinkedIn et, et justement, Ouais. c'est si parce que là, les gens, ils ont l'impression de te connaître comme si vous étiez potes. Pourtant, c'est des trucs que tu as enregistrés depuis des semaines et ça reste en ligne. Ouais. Ouais, c'est dingue parce que quand tu écoutes un podcast, au-delà de la photo, tu mets une voix. Mm. Et la voix en dit beaucoup sur la personne, la façon, du coup, tu l'entends aussi s'exprimer, ça en dit beaucoup sur elle. Euh, et, et aussi sur le type d'invité que tu invites aussi, ça en Mhm. dit aussi beaucoup sur toi, donc ça, sur tes valeurs, sur ce qui t'anime. Donc, avant même de se rencontrer, tu vois, la personne sait déjà à peu près à qui elle a affaire. Et Ouais. c'est déjà un premier filtre, tu vois. Et Ouais. c'est déjà plutôt sympa de se dire, on peut déjà, en plus, c'est une fois le rendez-vous pris, tu as déjà un sujet de conversation. C'est si la personne écoute ton podcast, c'est qu'elle a apprécié. Tu vois, ça, t'as déjà un premier sujet de conversation qui permet de créer du lien. Clairement, clairement. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, du moins pour ceux qui aimeraient aussi se lancer et comment est-ce que tu fais pour déployer, pour faire connaître un podcast par un maximum de personnes? Enfin, avec Euh, l'expérience que tu as eue jusqu'ici, ce que tu as eu à mettre en place, ou alors ce que tu comptes mettre en place pour te déployer très prochainement après la reprise. alors, très intéressant. Il y a deux podcasts, en fait, il faut savoir, c'est aujourd'hui encore assez compliqué de savoir si un podcast marche ou pas. Il faut attendre généralement un certain nombre d'épisodes pour savoir si tu as déjà pour bien identifier ton audience et pour savoir pour avoir une bonne vision de la taille de ton audience et pour savoir en général si ton podcast marche. Donc ce que moi je recommande de faire et ce que je pense que j'aurais dû faire plus, c'est de se créer une communauté avant le podcast. C'est tout bête, hein, mais se créer une landing page toute bête où tu fais la présentation du podcast, du problème que tu essaies de résoudre, euh, c'est quoi ta ligne éditoriale, et récupérer des mails, le max de mails que tu peux, et ensuite de parler à ces gens-là. Et avant de te lancer dans des interviews, parler à ces gens-là de qu'est-ce qui les intéresse, euh, de quoi ils ont envie qu'on leur parle, quoi. Et c'est quoi, et aussi savoir c'est quoi leur problème, c'est quoi leur pain point pour que tu puisses avoir une éditoriale encore plus fine. Ça, c'est la deuxième chose. Se créer une communauté, puis en parler autour de soi, à ces différents réseaux, pour qu'ils puissent justement propulser ton podcast. Moi, j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé avec notre réseau de la diaspora malgache via Junior pour Madagascar, aux ZAM, pour justement essayer de donner la visibilité au podcast. Mhm. Donc, en premier lieu, c'est se créer une communauté le plus tôt possible et faire participer son réseau professionnel et associatif au max. Yes, c'est assez pertinent cette approche. Moi, j'ai pas forcément eu le fait de parler à la communauté, une communauté avec laquelle tu es déjà en relation pour qu'ils aillent comme ça pousser ou tracter ou créer peut-être créer quelque chose au niveau de l'algorithme pour dire qu'il hey, il y a quelque chose qui se passe là pour Mm. potentiellement monter dans les rankings. C'est pas quelque chose que j'ai forcément mis en place dès le départ. Vu que je fais déjà partie de plusieurs boards, que ce soit le board de 10 000 codeurs où on touche des centaines et des milliers de jeunes en Afrique. Et je voulais peut-être savoir, vu que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose
C'est pas YouTube, tu vois, c'est pas un format même si on a plutôt une communauté qui écoute de la radio, les radios, euh, comment je peux qualifier? Les radios libres, voilà, c'est le mot que je cherchais, les radios plutôt libres en Afrique. Euh, comment est-ce que Comment communiquer auprès de cette cible-là pour leur faire comprendre que, hey, il y a quelque chose qui se passe là. Autant que YouTube ou un bouquin, il y a plein de choses que tu peux apprendre et actionner rapidement sans forcément dépenser quelque chose ou dépenser très peu et avoir des résultats plutôt intéressants, quoi. Alors, c'est très intéressant le parallèle que tu fais avec le livre, parce que en fait, le podcast, quand tu regardes un peu la taille de marché, la taille des audiences en général du podcast, il est encore assez petit. Et c'est encore Ouais. un format qui est assez peu connu, mais qui ont une belle progression, mais qui est encore assez peu connu, je trouve, au niveau de la diaspora européenne. Et ce qui marche le plus, c'est le bouche à oreille. Parce que si tu envoies c'est super de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est super d'avoir de l'engagement, mais entre ce qui est affiché, entre les commentaires, les likes et ce qui est vraiment écouté, tu peux avoir un gros delta. Donc, ce qui marche le mieux, c'est vraiment le bouche à oreille. Parce que c'est comme un livre, comme tu dis. Moi, par exemple, je lis maintenant que les livres qu'on me recommande. Et en fait, quand tu vois un podcast, par exemple un podcast de 2 heures, tu te dis, mais waouh, surtout si tu n'en as jamais écouté, tu te dis, 2 heures de ma vie, il faut vraiment que ce soit intéressant, tu vois. Et le fait que quelqu'un te recommande, te dise, écoute, euh, écoute-le, c'est super intéressant. Et c'est pour ça que ce qui est génial, et ce qu'il faut que je fasse un peu plus, tu vois, dans mes intros de podcast, c'est dire, forcer les gens forcer les auditeurs à partager, tu Ouais. vois. Il y a un spot Envoyer un de petit lien. Mathieu, avant les nouveaux spots, il disait prenez de force les téléphones de vos frères, de vos sœurs, abonnez-vous. Et puis, c'est Et tu assez vois, ouf c'est quand même. génial. C'est pertinent ce que tu dis. Et tu vois, il y a effectivement un podcast, tu vois, même ma femme, tu vois, au début, quand on s'est initié au podcast, je lui ai dit, écoute, Pauline, elle m'a dit, ouais, 45 minutes. Mais en fait, une fois que tu es lancé, en fait, ce qui est génial avec le podcast, c'est que c'est un bon podcast qui t'apporte de la valeur, si tu tombes sur un épisode qui t'apporte de la valeur, c'est ce qu'on appelle une expérience irréversible. Une fois que tu y as goûté, généralement, tu en réclames toujours. Et généralement, tu vois, je l'ai fait, c'est arrivé sur quelques personnes de mon audience où clairement, tu vois, elles étaient réticentes à écouter 1h30, le premier épisode avec Fig. Et une fois qu'ils ont passé les 10 premières minutes, ils se sont dit, mais en fait, ce type, il est ouf et qu'on peut apprendre énormément de choses via l'épisode. Et ils sont allés jusqu'au bout et Mhm. on redemande. Et en fait, c'est ce qui est encore compliqué avec le podcast, c'est arriver à créer, arriver à faire passer les gens la première étape. Ouais. Et une fois que Du une fois clickbait, que un tu peu comme sur YouTube, là. Parce qu'au moins, il y ouais, a un truc, un élément qui va les accrocher jusqu'au bout, contrairement à la plupart des vidéos sur YouTube. C'est pas que les vidéos sur YouTube sont pourries, mais la plupart, quand même, ils t'attirent, ils mettent un titre super intéressant, accrocheur, mais à l'intérieur, c'est vide, tu vois. Par contre, s'il y avait moyen de trouver une stratégie pareille qui permettrait déjà de capturer les gens et de pouvoir écouter un bon contenu qui est courant par rapport à ce qui a attiré leur attention, ben, ce serait tout bénef, quoi. C'est l'équation à résoudre. c'est Mais l'équation à résoudre. Tu vois, si on l'a résolu pour le livre, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, on le résout pour le podcast. clairement, clairement. Et aujourd'hui, tu animes ce pod. L'idée, c'est de continuer comme ça sur le format actuel ou d'aller parfois sur des monologues, des co-animations, je sais pas, 3 ou 4. Est-ce que tu as plutôt une idée fixe du format sur lequel tu voudrais continuer avec ce podcast-là? Euh, Très intéressant comme question. Déjà, tu vois, à la base, je me suis fixé comme objectif de me dire je fais que de l'enregistrement physique parce que j'aime bien être en contact avec les gens et je pense que c'est aussi le physique permet aussi de créer du lien avec l'invité parce que l'objectif c'est pas de faire un seul épisode, c'est aussi de garder du lien pour après. Effectivement. Moi j'adore ça. Moi j'adore ça, tu vois. Avec mes invités, tu vois, on discute encore par WhatsApp, on se prend des nouvelles, on se partage aussi des tips aussi, on se voit des articles, ça pourrait t'intéresser. Donc ça j'adore.
Mais tu vois, avec le Covid, et tu vois, Oui, il intervient partout. Il a tout niqué. Ce truc a tout, ça a tout pété, quoi. Tout Ouais, mais est c'est un truc dingue. complètement à cause de. Ouais, et du coup, tu vois, maintenant, je m'oriente davantage de l'enregistrement en ligne comme tu fais. Et moi, et ton modèle, tu vois, m'intéresse beaucoup et je pense que je vais beaucoup m'en inspirer. Parce que d'une part, tu as une réticence des invités à se voir en physique, parce que normal, hein, tu prends des risques. Moi aussi, j'ai pas forcément envie de rester dans une pièce avec quelqu'un trop longtemps, parce qu'on sait pas. Et ensuite, en plus, ma femme est enceinte, donc c'est une personne à On va risque. prendre de risques, ouais, effectivement, on va pas. Mais au bout du compte, quand tu le fais deux, trois fois, tu te rends compte que ben, ça fonctionne, quoi, tu vois. Certes, c'est pas le même lien comme en physique parce que nous, on est des latins, tu vois. C'est pas comme les gens du Nord, on a besoin du contact et si, à distance, c'est super intéressant. Mais ce serait pas mal de combiner comme ça avec les trucs en présentiel, ce que j'essaye de faire de plus en plus, que j'essayais de faire de plus en Ouais, plus, mais malheureusement avec le Covid. Je crois qu'il y a peut-être 2 ou 3 épisodes que j'ai fait en présentiel avec Jean-Charles ouais, Tourdani quand j'étais à ouais, Paris. épisode de ouf, celui-là aussi, je l'ai écouté. Tu t'étais en plus enregistré chez lui, donc c'était super Ouais, ouais, intéressant. j'étais sûr, Jean Ressé, il Ouais, m'avait invité, je savais même pas, je pensais qu'on devait se voir peut-être dans un café en bas. J'arrive, il me dit, oh, viens, viens, on remonte, et on était chez lui, j'ai vu, il y avait même son matos. C'est avec son matos même qu'on a enregistré ah ouais, super intéressant. H6 comme toi. Moi, j'étais venu avec mon truc, tout mon gros truc là, tu vois, et avec l'ordinateur. Il me dit non, on a pris juste le Zoom H6 et puis c'est comme ça qu'on a enregistré directement à la cool. C'était une superbe expérience, c'était super cool. Je crois que le même jour aussi, j'avais rencontré Mathieu Stéphanie, j'étais dans ses bureaux. C'était vraiment. Moi, j'avais. Ah, C'est pas tous les jours, tu vois, parce que d'habitude, je suis plutôt. Non, c'est pas le même jour. Non, j'ai rencontré Mathieu un autre jour. Ça, c'était plutôt Jackie. Je sais pas si tu as entendu parler, Jackie Zechang de Paris Fashion Shops. oui, oui, j'ai vu cet épisode. Il est aussi dingue cet épisode. Ouais, lui, il m'avait invité en fait à un événement sur Paris et c'est le jour-là que j'étais allé rendre visite, que j'étais allé rencontrer Mathieu dans ses bureaux sur Paris. C'était franchement superbe, salle pleine, il y avait au moins 60 personnes. Ouais, J'avais jamais vu ça, tu vois. C'était comme ouais. les gros call centers comme ça avec des personnes. C'était ouf, franchement. C'était super intéressant. Jean-Charles aussi, mec en or. Donc, c'est l'une des rares fois que j'ai enregistré en présentiel. C'est vrai qu'il y a un certain lien, c'est différent. Mais à distance aussi, ça le fait, tu vois. Les gens c'est une nouvelle habitude, les gens ils vont s'habituer et avoir de vrais contacts, de vrais rapports à distance, même si on a quand même besoin, nous les latins, de combiner ça avec du physique, des poignées de main, de s'embrasser. Mais tu as totalement raison. Et je pense que tu vois, on va de plus en plus s'habituer aux réunions à distance parce que même, tu vois, pour ceux qui font de la vente, avant, tu vois, quand tu disais à un client, nous, on va pas dans tes bureaux, on fait ça à distance, il te dit, mais quoi? Mais aujourd'hui, tu vois, c'est de plus en plus accepté et c'est même pratique pour tout le monde. Mm. Concernant ces deux podcasts, tu vois, c'est deux podcasts que je tiens à recommander absolument, tu vois. Génération Do It Yourself et dans la tête d'un CEO de La tête Jean-Charles. ou même son autre là dans la tête d'un CEO, dans la Un tête. VC. Il y a même un troisième, c'est vrai que c'est pas lui qui anime. Je crois que c'est pour les product managers. Ouais. J'oublie le titre. Du moins, il fait la promo à chaque fois. Donc, si tu tombes sur l'un, tu vas forcément voir le lien des deux autres podcasts super intéressants avec de super beaux profils qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer comme ça tous les Ouais. jours. Donc, il te Mais partage. tu vois, ce qui est dingue avec l'écosystème podcast, c'est que tu te dis, mais moi je me dis à chaque fois, mais ouah, c'est dingue que je puisse rentrer, tu vois, euh, quasiment dans l'intimité d'un CEO, d'une grosse boîte, d'une grosse start-up et de me dire, OK, cette conversation, je l'aurais jamais eue avec lui pour X ou Y raison. Il y a Mhm. de 90% de chances que je l'aurais jamais eu, mais grâce au podcast, tu Bon, dis, pas forcément, hein. Aujourd'hui, franchement, tu vas le constater, hein, tu vas le constater, c'est vrai, ouais, c'est
pas longtemps, mais au fil des épisodes, tu vas le constater que le podcast va devenir de plus en plus un prétexte pour toi afin Oui, de c'est vrai. rencontrer ces profils-là. Parce que les gens, par rapport, quand je regarde comment j'essayais d'inviter des personnes dès le départ, c'était franchement chaud, tu vois. J'ai toujours plein de refus actuellement, mais comparé à avant, c'est plus pareil, quoi. Parce que quand ils vont, ils regardent, ils check là, ils voient un petit peu ceux qui sont passés. Ça crée quand même, on dit, ouais, Alexandre Cormon, ok, 700 000 abonnés sur YouTube, tu vois. Pas pour dire que les Ouais. personnes qui n'ont pas forcément une grosse audience ne sont pas intéressantes, mais le fait de voir qu'il y a un background, qu'il y a des personnes derrière, tu vois, qui sont passées, des personnes intéressantes, c'est plus facile de se servir de ça comme levier, comme prétexte pour avoir ces profils-là, tu vois. Mais Bon, je suis de totalement base, d'accord avec il n'y a toi. rien, quoi. De base, tu es nobody, tu vois. Mais tu réussis. Ouais, ça. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, et je partage aussi, tu vois, un tips pour la recherche d'invités, c'est ce qui marche très bien, c'est aussi la mise en relation. Mm. Faire solliciter ton réseau pour te mettre en relation avec telle personne, parce que généralement, tu vois, tu envoies un code mail, un mail comme ça, froid, de no-bot, comme tu dis, t'es un no-bot, quoi, pour la personne. Donc, si quelqu'un te met en relation, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus Et facile. aussi, si vous contactez quelqu'un, faites un truc personnalisé, quoi. Enfin, Donc, rien clairement, de pire que, pas mal. rien de pire que de pitcher. Enfin, moi, ce que tu vois, j'ai appris aussi, tu vois, c'est je pitch mais très peu le podcast dans mon mail. Je leur parle surtout de pourquoi eux, ils sont pertinents, tu vois, de Mhm. pourquoi c'est pertinent de les contacter et pourquoi j'ai vraiment envie pourquoi leur parcours m'intéresse énormément, tu vois. Et donc, Effectivement. ça, c'est un tips. Mise en relation et faites des mails personnalisés, quoi. Personnalisé. Surtout si la personne, vous avez déjà vu à peu près les formats sur lesquels ces profils-là sont passés. Trouver un angle particulier, tu vois. Si tu vas par exemple vers, je sais pas, un profil comme Jean de Rochebrochard qui s'occupe justement du fonds des Aveniel Kima, ça serait un petit peu. C'est clair que tu auras 99% de chances qu'ils te disent non si tu veux faire une invitation pour Ouais. parler juste de ton parcours. Il en a fait des centaines et des centaines et je crois que ça, il est un petit peu, il est un petit peu saoulé. Mais par contre, si tu viens avec un angle particulier où tu lui proposes, par exemple, de parler de, je sais pas, quelque chose qui, je sais pas, à l'instant, j'ai pas forcément un exemple, mais de comment est-ce que c'est quoi en fait les coulisses des VC, tu vois, je sais pas, un truc un petit peu particulier, comme c'est quoi la journée type d'un VC, ou alors dans quoi est-ce que le VC a son nom propre investi, par exemple, tu vois, parce que là il parle juste de ce dans quoi le fonds investit tout le temps les différentes boîtes, mais il parle pas forcément de lui, on sait pas les VC. Est-ce qu'ils ont un biais? Est-ce qu'ils sont comme tu vois, les cordonniers mal chaussés, tu vois? Il Ouais. fait des trucs que les autres, mais lui, tu vois, ce serait intéressant de prendre cet angle-là. Et là, tu as plus de chances quand même d'attirer déjà son attention et de l'amener à réfléchir si est-ce que ce sujet m'intéresserait potentiellement. Sinon, ça va rentrer dans la masse parce qu'il doit recevoir comme ça des centaines et des centaines de mails tout le temps. Et aussi, ce qui serait intéressant, c'est de créer des sortes de comités réduits, quoi. Moi, je le fais beaucoup. Tu sais, par exemple, que ça, c'est le canal principal par lequel la plupart des gens essayent d'avoir accès à lui, l'email. Euh, Par contre, il y a un événement à comité réduit. Vu qu'il est connu, là, il y a peut-être 20 000 Mhm. qui arrivent, mais peut-être à cet événement, il y a juste 50 personnes, tu vois. Même si ça coûte, je sais pas, si tu peux te payer un ticket pour aller à cet événement-là, arriver là-bas, vu que c'est un comité réduit, si tu as le bon message, tu sais, tu sais t'adresser aux personnes parce que tu vas pas venir aussi comme un fou, ben, tu as plus de chances qu'ils te valident un truc, contrairement à si tu envoyais un mail dans la masse, tu vois. Moi, je l'ai beaucoup fait aussi. Je l'ai clairement testé sur plein de profils que j'ai réussi à voir sur le podcast ou même la méthode de la Antonin Archer. Je sais pas si tu connais. Antonin Archer Non. de Nouvelle École. À Nouvelle École, oui. Oui, oui, je connais. C'est de faire, si peut-être moi je veux t'interviewer toi, Raphaël, j'essaie d'identifier tous les gens qui sont autour de toi dans ton écosystème, qui sont potentiellement intéressantes et qui auront des choses plutôt intéressantes à partager sur le podcast. Je les prends one by one. Et à un moment donné, lorsque je viens te faire la demande et que je te montre, tu as 5-6 potes qui sont passés, tu vois, c'est plus facile que Ouais. de te closer, tu vois. Mais c'est totalement raison. Et tu vois, je reviens sur un point que tu as abordé sur les événements de networking. Euh,
Juste, mais j'ai vu des mecs, tu vois, des meufs aussi se lancer comme ça. Et en fait, ce genre d'approche, il faut beaucoup se préparer. Le pitch, il faut que préparez votre pitch en 30 secondes, le pitch de 30 secondes, quoi. Le mec, il est très sollicité lors de la soirée. Mhm. Euh, euh, donc, essayez d'aller il faut que le speech soit structuré, il faut aller à l'essentiel, il faut que la demande soit claire. Parce que, Mhm. tu vois, parfois, je vois des mails de personnes, ils font des longs mails et à la fin, la demande, elle arrive à la fin, tu vois. Tu sais plus de quoi, c'est quoi le sujet principal. Donc, en plus, ces gens-là, ils sont pressés, comme tu dis, ils ont des tas de mails, donc il faut que ce soit personnalisé, bref, direct et très clair aussi. Faut vraiment leur faciliter la tâche, quoi. Comment toi tu penses que des personnes pourraient potentiellement se former sur ces aspects-là? Je parle notamment ça inclut l'éloquence, hein, la prise de parole. On a reçu Brice Kamgang Mm. ici sur le podcast qui est champion d'Amérique du Nord du Toastmaster pour le pôle des francophones. Comment est-ce que quelqu'un qui vraiment part de zéro peut se former sur ces éléments-là? Parce que là, ça inclut tout le monde, hein. Ça peut être quelqu'un qui a un bac plus 10, qui est expert, mais qui ne sait pas faire savoir, comme Brice disait, qui ne sait pas forcément euh, mettre en avant ses compétences, se vendre ou essayer de convertir, d'attirer l'attention de quelqu'un pour, je sais pas, pour vendre son produit, son service ou une potentielle mise en relation, comme c'est le cas, on parle de podcast actuellement. Mais en fait, ce qui est déjà une bonne nouvelle, en fait, c'est que la compétence de vente et de vente, quand je parle de vente, ça va de la prospection jusqu'au closing à la signature. Euh, Dans notre cas, tu vois, là, tu closes un invité, c'est quand il va sur ton podcast. Mhm. Et en fait, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que tu vois, c'est une compétence qui s'apprend. Et moi, j'utilise beaucoup de ressources. Je vais beaucoup sur You Mind School. Ils ont un blog qui est génial. Ils font aussi des Man- webinars. François Fillette, c'est ça? Ouais, de François Fillette. Donc, ils ont un blog, ils font des webinars réguliers. Moi, je me suis beaucoup inspiré de- j'ai beaucoup appris de leur blog et de leurs ressources. Et justement, je fais leur formation. Je commence à faire leur formation début juin, mi-juin, Ah pardon. bon? Moi, Ouais. j'ai essayé d'avoir une place là-bas et ils m'ont recalé, malheureusement. Ils veulent des personnes qui vont, peut-être qu'ils vont changer avec le Covid, mais ils voulaient des personnes qui vont exercer en France, vu que moi, je suis à Berlin. Moi, je leur disais non, que c'est pour notre propre boîte, j'ai besoin d'avoir juste de la compétence. Et puis, mais eux, j'imagine, c'est plus parce qu'ils ont des objectifs en termes de chiffres pour dire que tel nombre de personnes qui ont entré, on a pu les inclure, les insérer dans l'employabilité à tel chiffre, à telle hauteur. Donc, j'imagine que ça doit être plus pour ça. Peut-être Je qu'ils pense vont que tu peux rester parce que ouais, tu peux rester parce que de toute façon, je pense que le Covid a fait changer le modèle de tout le monde. Même le format des formations, tu vois, tu auras beaucoup plus de toutes les écoles. De toute façon, vont davantage passer par de la distance. Mhm. Dans les Ouais. universités traditionnelles, on en voit. Chez nous, je sais pas comment c'est chez toi à Madagascar. Chez nous, ils montent des émissions, ils font des trucs à la télé, en fait. Tu vois, la télé traditionnelle, et ils font des cours de maths, de physique, comme ça, directement à la télé. Écoute, c'est une très bonne question. Ouais. Au Cameroun. C'est assez drôle, mais Euh, écoute, c'est intéressant de savoir ça parce que à Madagascar, je sais pas comment ils font mes frères, parce que mes frères sont encore à Madagascar. Mhm. Je crois qu'ils reçoivent les cours par mail et ou dans un groupe Facebook et du coup tu apprends à côté. Mhm. Mais tu vois, c'est une vraie question, tu vois, la question d'Internet parce que Internet c'est quand même le pouvoir quoi. Puis une fois que Ouais. Mais t'as c'est un vrai Internet, problème en Afrique, Internet, tu vois. C'est ouais. pas stable, c'est pas forcément. Et en plus, ça coûte cher. C'est un canal qui est assez difficile d'accès, même s'il y a une amélioration par rapport à il y a de cela 10 ans. Euh, mais là, je trouve. Et peut-être, il y a aussi ce point-là que j'ai pas assez abordé, que je voulais absolument aborder avec toi, de Madagascar, tu vois. Madagascar, c'est plus connu quand même. C'est l'un des rares pays qui se distingue quand même en Afrique pour tout ce
qui est du digital. Il y a plein d'entreprises en Occident qui délocalisent une partie de leur taf à Madagascar. Ouais, il y a aussi l'île Maurice et tout, mais Madagascar, c'est quand même un gros hub. Tu vois, et j'ai reçu Ouais. Nicolas Goldstein de Talenteum. Je crois qu'il doit avoir au moins 40, voire 50% de sa flotte qui vient de Madagascar. Mhm. Bah écoute, c'est un pays où tu as beaucoup d'étudiants qui se forment à l'informatique parce que, je sais pas, il y a enfin, mon impression, tu vois, c'est un pays de scientifiques. C'est-à-dire les gens, les maths, la physique, là-bas, c'est ultra valorisé. Donc, ça m'étonne pas que tu vois les gens se réorientent en informatique. Mais en plus, ça tombe bien, il y a du boulot. Euh, et c'est marrant parce que j'ai interviewé avant le Covid Matina Razafmaev, qui est la Ouais, présidente j'ai fondatrice. adoré cet épisode. C'est l'épisode que j'ai écouté, en fait. Je crois que c'est après cet épisode que je t'ai même contacté pour le podcast. Je pense que tu as écouté celui de Nathalie Brossette parce que Saina, en Ça devait fait, c'est l'école d'informatique. la première dame, c'est la première dame Ouais, que... c'est Nathalie Brossette. Ça, c'est Nathalie Brossette. Elle, Ah, elle a créé l'agence Kilo Events. ah, ok. Elle est plus dans l'événementiel et elle crée des événements d'entreprise. Mais bientôt, là, je vais diffuser l'épisode de Nat de Matina. En fait, elle a créé la première école d'informatique 100% gratuite pour les élèves et financée par les entreprises. C'est un peu le Simplon ou, je sais pas, le 42 malgache. Donc, c'est un 42, super ouais. épisode. Ouais. Trop ouf. Ça, j'ai hâte d'écouter ça quand ça sera prêt. Je trouve que c'est un exemple à suivre et je me demande, est-ce que pour ces profils-là, le système, peut-être l'administration essaie vu que ces entreprises occidentales font confiance, parce que c'est vraiment un vrai tiers de confiance aujourd'hui de Madagascar pour la délégation de tâches. Euh, Quand je dis tâches, c'est peut-être pas le bon mot pour la délégation, parce que ce sont de vrais domaines d'expertise. C'est pas juste des machins de secrétaires. Il y a des développeurs, des call centers, même des trucs de comptable, tout ce qui est juridique et tout, tu vois. C'est assez intéressant, c'est assez vague. Tout ce qu'on peut digitaliser, en tout cas. Euh, je voulais savoir, est-ce que l'administration ou le gouvernement, ils mettent comme ça en place des systèmes pour Internet c'est un vrai problème qu'on nous en a chez nous au Cameroun, tu vois, Mhm. où tu as des gens qui ont des compétences ou qui peuvent rapidement développer ces compétences-là, mais ils n'ont pas le matos, quoi. S'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il y a tout le temps, il y a un problème, quoi. Ils ont rarement les deux en même temps, quoi. Donc, je sais pas comment c'est chez vous. Est-ce que vous avez ce même type de problème, ou peut-être à moindre échelle par rapport à nous? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Madagascar a globalement une meilleure connexion Internet, de meilleure qualité, parce il y a eu de gros investissements, les opérateurs ont fait de gros investissements. Globalement, enfin, en général, ça va plutôt bien. Mais après, bon, c'est très modulable en fonction de là où tu te situes. Mais tu peux avoir une très bonne vitesse. Après, le coût reste quand même beaucoup plus élevé quand tu compares au prix standard en Europe. Mhm. Euh, mais tu vois, on constate qu'il y a une vraie amélioration quand même sur la qualité du débit Internet. C'est grâce aux opérateurs. Après, est-ce que juridiquement, administrativement, l'État fait pour encourager les entreprises du digital à s'implanter? Je pense que pour les grandes entreprises, ouais. Et c'est très facilité. Tu as un bureau qui s'appelle les 2BM, qui est en charge de promouvoir le développement économique, qui est très réactif pour ces types d'entreprises-là. Quand tu es un peu plus petit, c'est plus compliqué. Mais Mhm. à partir d'une certaine taille critique, tu es très écouté tu as des interlocuteurs de haut niveau au sein de l'administration et du gouvernement qui peuvent t'appuyer euh, dans tes démarches et dans ton développement. Yes, c'est assez intéressant. C'est c'est un peu, et ce qui est bizarre, en fait, c'est qu'on ne parle pas assez, en fait, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait copier chez Madagascar. C'est un gouvernement assez particulier. Déjà, c'est un gouvernement jeune, c'est rare. C'est Ouais. c'est rare. On n'est pas habitué à voir
on a aussi jeune président en fonction. En plus, qui ne respecte pas forcément les causes. Ça, on va pas rentrer dans la politique même, mais par exemple, juste avec cette histoire de Covid, le médicament qu'ils ont développé sur place, le fait que de tenir tête comme ça à l'OMS, on n'est pas habitué à ça, en fait. C'est quelque chose de complètement nouveau, quoi. On s'en fout. Le médicament, il fonctionne pas. C'est pas ça le sujet. Et Ouais. le fait on a créé notre truc avec nos propres ressources et on a de bons résultats. Et ça se voit au niveau des chiffres, quoi. Le nombre de morts en France, c'est pas le nombre de morts à Madagascar, tu vois. Pour les raisons, on va sortir toutes sortes de raisons. C'est pas ça le plus important, c'est l'idéologie derrière. Et je trouve qu'il y a des éléments intéressants à copier. Il y a une génération vraiment euh, consciente, euh, intelligente, ouverte au monde en plus, tu vois, qui avec une double culture, ils savent faire le pont. C'est un pays qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais même visiter bientôt quand ce sera possible pour comprendre un petit peu comment est-ce que, parce qu'on part de loin quand même, si on regarde Madagascar il y a de cela 10 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui, quoi. Je pense qu'il y a des trucs, peut-être des patterns qui ressortent là qu'on pourrait potentiellement copier et réadapter peut-être aux autres pays d'Afrique. Heureusement, avec un podcast comme le tien, on pourra de plus en plus en savoir plus sur les coulisses de ce pays-là, quoi. Oui, et je pense que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que tu as une jeunesse qui est de plus en plus ouverte sur le monde. Euh, t'as- Effectivement, tu vois, l'accès à Internet reste encore limité, mais ceux qui ont accès à Internet, tu te rends compte que, que les arguments d'autorité dits, et ça c'est assez fatigant à Madagascar, mais en Afrique aussi, tu vois, les adultes qui disent j'ai la connaissance, donc tu te tais. Et en fait, c'est plus possible de faire ça. Après, maintenant, l'enjeu, c'est de se dire, ok, maintenant tu as accès à toute information. Maintenant, c'est réussir à faire câbler les gens sur la bonne information de qualité. Et c'est l'enjeu en fait partout. Et c'est aussi l'enjeu du podcast, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens se câblent sur ce qu'il y a de mieux, pour que tu te câbles sur ce qu'il y a de meilleur, pour que toi aussi tu puisses t'imprégner des bonnes pratiques. Mhm. Après, concernant le manque de visibilité de Madagascar, je pense que tu vois, je ne vais pas plutôt parler de Madagascar, mais plutôt de sa diaspora, celle qui vit en Europe, en France en particulier. C'est que, je ne sais pas si tu connais le club Efficience, mais ils ont c'est un peu un club où tu as des dirigeants, des entrepreneurs de bon niveau qui essaient de réfléchir à des solutions, qui essaient de promouvoir l'Afrique, faire du lobbying. Et ils ont Mhm. dit, les Africains, le problème de l'Afrique, c'est qu'il y a une double absence. À la fois absent dans leur pays, la diaspora est à la fois absente dans son pays d'origine, parce qu'elle est partie, mais Mhm. aussi absente dans son pays d'accueil, en France. Et là, je me suis dit, mais en fait, les Malgaches, c'est encore beaucoup plus vrai, parce que la diaspora malgache, elle est absente à Madagascar. La diaspora malgache a très mauvaise cote à Madagascar, donc il y a une vraie aussi pédagogie à faire, mais aussi absente dans son pays d'accueil. Tu vois pas de malgaches au JT, tu vois pas de malgaches faire la une de tel journal, tu vois. Et c'est un problème parce que ça veut dire qu'on a du mal à, à affirmer qu'on a des qualités et qu'on est capable aussi de succès, tu vois. Et ça, en fait, c'est au sein de cette génération-là qui arrive, qui est née en France ou qui arrive aussi de Madagascar, ils sont moins complexés, tu vois, pour se dire bah, nous aussi on est capable, enfin il n'y a pas de raison, tu vois, qu'on ne parle pas des succès malgaches, il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas des succès africains, tu vois, et de plus en plus les gens sont fiers du Black Excellence. Donc moi je trouve que c'est une très bonne orientation qui est en train d'arriver là. Ouais, c'est où ton podcast prend comme plus son sens, quoi, et le nom qui est bien porté, ambition, parce que moi, je pars du principe que c'est en rêvant hein, qu'on fait des choses grandes, même si ce que tu réalises n'est pas peut-être à la hauteur de ce que tu avais rêvé de base. Mais le fait de rêver, ça peut potentiellement te faire aller tenter des choses et puis tu vas tomber sur un quelconque résultat qui sera toujours 10 000 fois mieux que si tu étais resté assis sans faire quelque chose. Donc,
on a hâte d'écouter un petit peu tous ces succès-là, ces succès malgaches. Pas que, j'imagine qu'il y aura d'autres Pas profils, que. mais tous ces succès de Madagascar là, pour montrer déjà les coulisses de ce pays que je trouve qui est très intéressant. Je pense que les gens devraient de plus en plus s'informer, aller un petit peu checker les coulisses, regarder comment est-ce que ça se passe, même la culture, parce que c'est un mélange de tout. C'est pas juste un mouvement comme ça neutre, quoi. Il y a un impact culturel qui pousse justement les gens de ce pays-là à se positionner un petit peu vers l'excellence par rapport aux autres. Il y a des trucs à copier, des trucs à comprendre et à réadapter, pas copier-coller bêtement, hein, mais à réadapter à son contexte, même si globalement on a plus ou moins le même contexte. Je parle des autres pays africains. Ben moi, je te remercie pour tout ça. Peut-être avant qu'on se sépare, 2 ou 3 questions encore concernant peut-être toi. C'est quoi ton obsession aujourd'hui? Mon obsession aujourd'hui, c'est marrant. C'est de l'organisation. Être vraiment, mais en fait, depuis que j'ai eu ma fille, avant que j'avais ma fille, j'étais vraiment bordélique. Et maintenant que j'ai ma fille, tu vois, ça m'oblige à vraiment me structurer mon agenda pour avoir du temps de qualité avec ma femme et ma fille. Donc, mais c'est vraiment, j'essaie de structurer à mort mon agenda le matin. Ce que je fais, c'est que je programme, je classe en fait ce qui est important et ce qui est urgent. Mhm. Et surtout, je fais le bilan en fait de la veille, de ce qui a été fait, de ce qu'on peut améliorer pour que je me retrouve pas à refaire la même connerie qu'hier, quoi. Et donc, c'est ce gros travail de comment je fais pour m'organiser au mieux, pour ne pas recommencer les mêmes conneries qu'hier et surtout aller plus vite sur certains trucs. Yes. Écoute, ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard? Un, un débrouillard, c'est quelqu'un qui a pas peur justement d'être ambitieux, qui, Euh, Tu éteins ton micro là. Je crois que tu as éteint ton micro, pas inadvertent. pardon. Je disais, un débrouillard, c'est quelqu'un d'ambitieux, qui rêve grand, mais qui sait qu'il faut commencer quelque part. Donc, tu commences avec les moyens du bord. Et au fur et à mesure, ben, tu affines et au fur et à mesure, tu deviens meilleur et tu atteins ton objectif, quoi. Il faut commencer quelque part, Yes. avec les moyens du bord. Merci beaucoup, Raphaël. On t'écrit sur LinkedIn, c'est comment pour ceux qui... Déjà, on va mettre le lien. Le podcast s'appelle Ambition. Ambition Podcast, le Ambition au pluriel podcast.com. On va le mettre, on va le rajouter de toutes les façons en commentaire. Disponible sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les bonnes plateformes traditionnelles d'écoute de podcast. Toi, est-ce qu'on peut t'écrire sur LinkedIn ou c'est quoi le meilleur moyen de te... Ouais, LinkedIn, c'est mon réseau social de prédilection. Donc, et je réponds à tous les messages. Donc, n'hésitez Excellent. pas. On va mettre tous les liens qui ont été mentionnés lors de cette interview, lors de cet échange en description. Merci à toi, Raphaël, pour ce partage. Euh, Comme à l'accoutumée, la meilleure façon de soutenir cette émission, c'est d'aller en premier sur les différents canaux sociaux de l'invité, aller sur son podcast, aller mettre une évaluation 5 étoiles, pas 3, pas 4, 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ensuite, revenez sur Débrouillard, faites pareil. Et merci à toi, Raphaël. Ouais, et surtout, partagez-le à vos amis, mettez les liens WhatsApp à vos copains, à votre épouse, vos amis, vos collègues. Tout le Partagez. monde. Partagez au max. Ciao, ciao, Raphaël.